d'apnée, c'est j'arrête de respirer. C'est faux. Le jour où on arrête de respirer, c'est qu'on est mort. Lorsqu'on fait une apnée, on arrête de ventiler. C'est la mécanique qu'on arrête. La respiration, c'est cellulaire. C'est nos cellules, pour produire de l'énergie, elles respirent. Autrement dit, c'est une combustion, comme la combustion d'un moteur classique. Et grâce à la combustion d'un carburant, avec un comburant l'oxygène, on produit de l'énergie. Donc ça, même pendant l'apnée, ça perdure. Et c'est d'ailleurs le facteur limitant à la durée de l'apnée. On continue de consommer l'oxygène. Donc, schématiquement, il y a trois situations où on retrouve de l'apnée. Lorsqu'on fait l'apnée sportive, dans ce cas-là, volontairement, on arrête sa ventilation. C'est aussi un réflexe protectif. Dès que vous allez vous retrouver en présence d'une fumée, d'une substance irritante, un acide, une substance toxique, un solvant, naturellement, vous allez vous mettre en apnée. Et l'apnée la plus étudiée de par le monde, et de loin, puisqu'elle concerne des milliers de décès par an, c'est l'apnée du sommeil. Et très souvent, justement, il existe des parallèles entre apnée du sommeil et apnée volontaire, de manière à pouvoir justement trouver des voies de recherche qui permettent de limiter les effets d'apnée du sommeil. Une autre chose qui est extrêmement intéressante au niveau de l'apnée de la ventilation, c'est que le système ventilatoire, c'est un système qui est à la fois automatique, puisque vous ne pensez pas à tout moment à ventiler, et c'est aussi un système sur lequel on peut avoir un contrôle, et c'est ça qui est très intéressant. Les autres systèmes, qui sont théoriquement autonomes, automatiques, comme le système cardiovasculaire, comme le système digestif, on n'a aucun contrôle dessus. La ventilation, c'est le seul sur lequel on a un contrôle. Chaque fois qu'on fait une apnée, tout le monde peut distinguer deux phases. Une phase pendant laquelle on est bien, et une phase pendant laquelle on lutte. Et la somme de ces deux phases, ça correspond à la durée de l'apnée. Donc, une phase de bien-être, une phase de lutte. La phase de bien-être, elle est principalement déterminée par des paramètres physiologiques. Et en opposition avec cette phase de bien-être, la phase de lutte, elle est principalement déterminée par des paramètres psychologiques. Autrement dit, lorsqu'on travaille sur l'apnée, il faut travailler sur les deux versants, la physiologie et la psychologie. Comment détermine-t-on la séparation entre ces deux phases? Par des sensations que vous avez, que vous n'arrivez probablement pas à décrire, mais qui sont très souvent liées au début d'une activité électrique du diaphragme. Le diaphragme, c'est ce muscle qui permet normalement la ventilation, le principal muscle ventilatoire. Et lorsque ce diaphragme commence à échapper au contrôle de la volonté, une activité électrique apparaît, et lorsqu'elle devient trop intense, c'est des spasmes, et lorsque ces spasmes deviennent trop désagréables, alors là on reprend la ventilation. Donc ce qui sépare ces deux phases, la phase où on est bien de la phase où on lutte, c'est l'apparition de ces premières sensations désagréables au niveau du diaphragme. Pas forcément des contractions, mais déjà des sensations désagréables qui sont en fait un courant électrique, des décharges qui apparaissent. Parlons un petit peu de physiologie. Ce qu'on sait depuis l'apnée, depuis très longtemps, depuis à peu près 1866, 1870, c'est qu'un certain nombre de mécanismes apparaissent automatiquement dès qu'on se met en apnée. Ces mécanismes, on les a regroupés sous un terme qu'on appelle le diving reflex, ou la réponse à l'apnée. Le premier à avoir travaillé sur ça, c'est une personne qui s'appelle Paul Bert, éminent scientifique, et en fait, au début, il a travaillé sur les oiseaux plongeurs, les canards. On a retrouvé ensuite une analogie chez tous les mammifères et tous les oiseaux. Autrement dit, dès qu'on se met en apnée, il y a des mécanismes cardiovasculaires qui apparaissent, une adaptation cardiovasculaire, et ces mécanismes sont accentués avec l'immersion. Quel est le but de tous ces mécanismes? C'est de répondre au stress de l'apnée, au stress toxique, afin de mettre l'organisme dans une situation la mieux possible pour lutter contre le manque d'oxygène. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait une apnée, théoriquement, on ne sait pas combien de temps on va devoir la maintenir. Donc il faut mettre tout en place pour que les effets délétères, toxiques de l'apnée ne puissent pas apparaître, ou au moins apparaître le plus tardivement possible. Et tous ces mécanismes, on les regroupe sous le terme de diving reflex.
Quels sont les principaux paramètres de ce value VFR? Le premier, la première chose qui apparaît lorsqu'on fait une apnée, et ça c'est valable chez tout le monde, même en dehors de l'eau, c'est qu'il y a une baisse de la fréquence cardiaque. Dès qu'on fait une apnée, le cœur ralentit. Pourquoi? Pour une raison toute simple. Le cœur, lui, fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et c'est un des muscles qui consomme le plus d'oxygène dans l'organisme. Si vous lui demandez de travailler moins, en battant moins, s'il travaille moins, forcément il va consommer moins d'oxygène. Donc ça va préserver l'oxygène que l'on avait en réserve dans l'organisme. Premier mécanisme. Deuxième mécanisme qu'on va voir apparaître, c'est ce qu'on appelle une vasoconstriction périphérique. Autrement dit, lorsqu'on fait une apnée, la circulation va diminuer, on va voir comment, dans la peau, dans les viscères, dans les muscles. Et forcément, s'il y a moins de sang qui arrive dans la peau, s'il y a moins de sang qui arrive dans les viscères, s'il y a moins de sang qui arrive dans les muscles, ils n'ont pas le choix, il y a moins de sang, donc ils consomment moins d'oxygène. La deuxième raison de cette vasoconstriction périphérique, c'est une raison purement mécanique. Imaginez un système d'arrosage complexe avec beaucoup de tuyaux. Si vous voulez que le maximum d'eau aille vers les organes les plus sensibles, vous allez fermer la tuyauterie. Partout, ce n'est pas vraiment nécessaire. Autrement dit, le fait de fermer un maximum de circulation dans la peau, dans les viscères, dans les muscles, ça va obliger le sang à aller ailleurs. Et principalement au niveau des deux organes qui sont indispensables à la vie et qui se trouvent être les gros consommateurs d'énergie et d'oxygène, à savoir le cœur et le cerveau. Donc si le sang ne va plus dans ces territoires-là, il va être forcément redirigé vers le cœur et vers le cerveau. En plus de cette vasoconstriction périphérique, c'est bien bon de fermer un endroit, mais pour préserver le cœur et le cerveau, qu'est-ce qui se passe? Là, au contraire, alors que ça se ferme partout, ça s'ouvre en grand. Si je prends l'exemple, par exemple, de Stéphane Missud, sa circulation au niveau du cerveau, sur une apnée de 7 minutes, elle augmente de 7 ou 800%. Elle est multipliée par 7 par 8. Ça veut dire que le sang qui reste dans son organisme, il va préférentiellement au niveau de son cerveau, c'est ce qui lui permet de rester conscient sur des apnées records comme lors du record du monde. En plus donc, de ces mécanismes, on observe ce qu'on appelle une splénocontraction. Splénocontraction, c'est une contraction de la rate. Vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, la rate, c'est une réserve de globules rouges, une réserve de sang. Théoriquement, les globules rouges qui sont dans la rate, ils sont en fin de vie. Mais même en fin de vie, en situation d'urgence, ils peuvent servir un peu. Même s'ils sont plus très bons pour transporter l'oxygène, ils peuvent toujours en transporter un peu. Donc, lorsqu'on fait une apnée, si c'est une apnée de longue durée, la rate se contracte, et en se contractant, elle envoie dans la circulation des globules rouges, et ces globules rouges-là, ils vont se rajouter aux précédents, et donc apporter un petit peu plus d'oxygène. Alors, revenons sur la bradycardie. Ici, vous avez une apnée dans de l'eau à 30 degrés. Ici, la même personne, et qui fait une apnée dans de l'eau à 15 degrés. Ce qu'on remarque, c'est que ici, le temps entre deux battements est beaucoup plus long qu'en haut. Ça veut dire que la température de l'eau influe énormément sur la bradycardie, la baisse de la fréquence cardiaque. Et la température de l'eau, j'ai plus loin sur le visage. C'est-à-dire, même si ce n'est que le visage qui est dans l'eau, ça joue un rôle très important. Pourquoi? Parce qu'à la limite, si notre corps voit que tout le corps est dans l'eau, mais qu'on a la tête dehors, on n'est pas en danger, on peut ventiler, on a de l'oxygène. Par contre, si on a tout le corps dehors, mais que la tête dans l'eau, on ne peut pas ventiler. Donc là, c'est dangereux. Donc sur le visage, alors vous voyez différentes températures, donc, et les bradycardies qui sont associées. Ici 0 degré, ici 40. Vous voyez que plus la température est basse, plus la baisse de fréquence cardiaque est basse. Ici on a une baisse de 60%. Ici, même à une eau avec 20 degrés, on a une baisse de 10%. Alors pour quelle raison?
Ici, vous avez le visage d'une personne. Ici, vous avez les terminaisons nerveuses, qu'on appelle les terminaisons nerveuses des nerfs trijumeaux. Et chaque fois qu'une différence de température apparaît entre la surface supérieure de la peau et la surface inférieure de la peau, ça stimule ces terminaisons nerveuses. Et plus on stimule les terminaisons nerveuses, plus la baisse de fréquence cardiaque va être importante. Autrement dit, quand vous mettez une combinaison et quand vous mettez un masque, vous masquez une grande partie de ces récepteurs. Et comme par hasard, de manière empirique, qu'est-ce que vous remarquez lors des records en apnée statique? Qu'il n'y a pas de cagoule, la cagoule est enlevée, et il n'y a pas de masque. Et donc, de manière empirique, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de mettre un maximum de ces récepteurs en contact avec nous, de manière à ce que la baisse de fréquence cardiaque puisse s'accentuer et être le plus important possible. Autre chose, ce qui est important, c'est la différence de température entre la couche inférieure de la peau et la couche supérieure. Ce n'est pas la température de l'eau en elle-même. Autrement dit, si vous restez longtemps dans l'eau, la tête dans l'eau, vous restez un quart d'heure à vous réchauffer la tête dans l'eau, la bradycardie elle sera plus présente. Donc il faut s'échauffer la tête hors de l'eau et ne mettre la tête dans l'eau que juste avant la performance pour que la différence de température là soit la plus importante possible. Les petits détails qui peuvent faire la différence. Alors pourquoi peut-il y avoir une vasoconstriction périphérique? Alors la vasoconstriction périphérique elle apparaît pendant l'apnée, mais elle apparaît aussi dans d'autres situations. Je m'explique. Quand vous faites de la course à pied, les muscles que vous sollicitez, ce sont les muscles des jambes, les quadriceps. Autrement dit, il faut que beaucoup de sang aille dans les jambes. Par contre, les muscles des membres supérieurs, vous les utilisez peu. Donc il y a peu de sang qui doit aller dans les bras. Donc dès qu'on fait un exercice physique, les hormones qu'on libère, les catécholamines, l'adrénaline, la noradrénaline, naturellement, dès qu'on fait un exercice physique, elles font augmenter le cœur, elles font augmenter la ventilation, et en parallèle, qu'est-ce qu'elles font? Elles ferment la circulation partout. Et c'est quand un muscle travaille, que sa température augmente, qu'il produit des acides, et partout où la température a augmenté, et partout où il a produit des acides, alors les vaisseaux s'ouvrent et le sang peut arriver. Donc le sang va aller là où un muscle travaille, et il ne va pas aller là où les muscles ne travaillent pas. C'est exactement pareil pendant une apnée. Autrement dit, pendant une apnée, ces petits muscles ici qu'on appelle les sphincters autour des vaisseaux sanguins peuvent, ici vous allez voir, se contracter. Et s'il se contracte, le sang qui normalement arrivait ici va être refoulé et il va donc forcément aller ailleurs. Et donc c'est un contrôle nerveux, c'est automatique, c'est un contrôle nerveux de la fermeture et de l'ouverture de ces vaisseaux sanguins. Et quand est-ce qu'ils vont s'ouvrir plus, ils vont échapper à ce contrôle nerveux? Si vous faites une apnée dynamique. Si vous faites une apnée dynamique, vous allez localement augmenter l'acidité, vous allez localement augmenter la température, et donc vous allez contrebalancer ces effets. C'est ce qui explique aussi qu'une apnée dynamique, ça dure toujours moins longtemps qu'une apnée statique. Et donc, dans ce cas-là, le muscle se trouve dans une situation qu'on appelle une ischémie, c'est-à-dire on lui fait un garrot. Quand on fait une apnée dynamique, on fait un garrot au muscle. On lui demande de travailler, mais on lui demande aussi de ne pas consommer. Il va devoir gérer ce paradoxe, produire un effort avec le minimum. Et l'entraînement, c'est sur ça qu'il va falloir l'axer. Alors, un exemple simple, lorsque je fais un palmage en surface, le quadriceps, pour un exercice à 30% de la puissance, c'est relativement raisonnable, ben, il y a une certaine circulation. Le même exercice avec une apnée, ben, comme il y a une vasoconstriction, la circulation sera beaucoup moins importante. Donc, s'il y a moins de sang, il consomme moins d'oxygène, il n'a pas le choix. Et s'il consomme moins d'oxygène, il consomme aussi moins de sucre. Et qu'est-ce qui se passe dans un muscle
qu'il y a moins d'oxygène disponible, moins de sucre disponible,